santé au cœur de l'information. Le premier séminaire gouvernemental de l'année 2022 se poursuit à Kara. 2 jours de travaux pour faire le point sur le niveau d'avancement des projets et des actions prioritaires de la feuille de route gouvernementale. Bien d'autres sujets sont également abordés. Une mission d'évaluation finale et de capitalisation des acquis du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs est en cours au Togo. En quoi consiste-t-elle? Éclairage dans un instant. Et pour votre gouverne des radios et télévisions privées du Togo, on rejoint le bouquet Canal+. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Radio et télévision concernées à découvrir en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux du séminaire gouvernemental ouvert hier à Kara par le chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé se sont poursuivis ce 9 avril 2022 avec les échanges thématiques. L'objectif global est d'apporter, avec l'appui des experts, des éclairages visant à faciliter la mise en œuvre des projets et actions prioritaires de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Joseph Amégan nous en dit un peu plus. À ce deuxième jour du séminaire gouvernemental présidé par le président de la République Fort Esozimna Gnassingbé, plusieurs thématiques ont été abordées lors des échanges. Elles tirent leur substance des axes 2 et 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, à savoir dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, moderniser le pays et renforcer ses structures. Et c'est à raison que le projet d'amélioration de la compétitivité du secteur logistique via la réforme du port autonome de Lomé et la digitalisation se retrouve au cœur de la réflexion comme thème central. Il est ainsi retenu que la compétitivité de ce secteur passe entre autres par le développement des secteurs maritimes et halieutiques tout en préservant les écosystèmes, le développement des infrastructures portuaires, la modernisation de la gouvernance du port, la digitalisation du circuit logistique togolais et l'opérationnalisation du port sec de la plateforme industrielle d'Adétikopé. Pour être plus compétitif, le secteur portuaire, maillon essentiel de l'économie togolaise, s'est fixé des challenges. Porter le nombre de conteneurs actuellement de 1,5 à 3 millions d'ici à 2025 et réduire de 30% le temps moyen passé au port autonome de Lomé par les navires sur la même période. Cette dernière ambition est déjà atteinte puisqu'en mars 2022, le temps est de 40% de réduction, soit moins de 52 heures grâce aux efforts majeurs faits depuis le dernier séminaire gouvernemental. L'autre défi à relever est d'atteindre 25 millions de marchandises transitant par le port en 2025 contre 23 millions en 2020. L'agriculture demeure pour le Togo un secteur hautement prioritaire contribuant à 40% au PIB et occupant 10% de la population active. Elle représente 20% des exportations. C'est à juste titre donc que ce secteur intéresse les échanges à travers la thématique implication de la crise actuelle sur l'agriculture et la souveraineté alimentaire en Afrique. Ici, des exemples de leviers possibles qui tiennent compte des principales tendances d'un monde en pleine mutation ont été pensés et proposés pour améliorer la résilience des différentes étapes des chaînes logistiques. Les échanges se sont également focalisés sur la transformation et la modernisation de l'État et les partenariats publics-privés. Ce séminaire a donc pris fin ce jour à Kara.
La deuxième phase du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs sera bientôt lancée. La première étant à terme, une mission est en tournée pour évaluer les résultats. Le PAEJ SP est un projet cofinancé par l'État togolais et la BAD, la Banque africaine de développement. À Atapamé, Sylvain Abdou. Évaluation pour préparer la deuxième phase du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur PAEJ SP2. Cette évaluation est assurée par une équipe de la BAD, Banque africaine de développement, institution en charge du financement du dit projet. Il s'agit à travers cette réunion technique d'échanger avec les institutions de microfinance sur le fonctionnement du projet en vue de mieux consolider les acquis. Nous sommes très fiers par les déclarations de la BAD qui ouvre un guichet d'investissement, ce qui nous a réjouis, nous, microfinance. Ces échanges sont élargis au PME-PMI, histoire de permettre à la délégation de mieux s'informer sur la structuration des entreprises, leur mode de gestion, entre autres. Parmi ces entreprises, J4, jonction de croissance agricole au Togo, engagée dans la production du soja bio. Cette occasion nous a permis de présenter nos résultats en termes d'avancement. Les indicateurs tels que la création d'emplois, l'amélioration des revenus des producteurs et le nombre de producteurs même touchés dans la chaîne de valeur soja biologique dans le cadre de notre entreprise. Cette mission permet à l'équipe de la BAD, accompagnée des responsables en charge de la mise en œuvre du projet, de disposer des informations nécessaires pour la relance de la phase 2 du PAEJ SP. Une deuxième phase est en cours de préparation. La BAD a souhaité faire une mission exploratoire pour apprécier les résultats du projet et voir quelle est l'orientation que l'institution financière partenaire et le Togo vont pouvoir donner à cette deuxième phase-là. À travers ce projet, le gouvernement entend renforcer le dispositif pour aider les jeunes entrepreneurs à sortir de la précarité pour mieux assurer leur bien-être social. Assurer la sécurité alimentaire au profit des populations togolaises, le gouvernement en a fait un défi. Cela passe forcément par une amélioration de la productivité et du rendement, ce qui demande des études sur les sols agricoles et leur fertilité. La carte de fertilité des sols a été donc élaborée pour répondre aux présentes préoccupations. Quelle est sa valeur ajoutée pour l'agriculture togolaise? Élément de réponse dans ce dossier de Ulrich Abega et Sandra Aziabé. Créer les conditions nécessaires pour améliorer la productivité et les rendements agricoles conformément aux recommandations de la feuille de route assignée au ministère en charge de l'agriculture est une des préoccupations majeures du gouvernement togolais. Avec 3,6 millions d'hectares de terres cultivables, le Togo est confronté à une baisse de fertilité de ses sols agricoles. Sachant que le sol est le soubassement de toute production agricole, l'enjeu dans le contexte du secteur agricole togolais est d'améliorer la fertilité des sols. En effet, malgré les efforts consentis dans le secteur ces dernières années, les rendements des cultures sont restés en deçà des résultats escomptés. L'une des causes, et non des moindres, de la baisse des rendements reste la baisse du niveau de fertilité des sols. Ainsi, s'est imposé la nécessité d'élaborer une carte de fertilité des sols agricoles pour permettre de disposer sur toute l'étendue du territoire national des informations sur l'état de fertilité des terres cultivables et d'établir des formules d'engrais adaptées aux différentes spéculations suivant les zones de production. Piloté par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, avec l'appui des partenaires, le processus d'élaboration de la carte de fertilité des sols a permis de prélever et d'analyser des échantillons sur toute l'étendue du territoire. Le chef de l'État, dans ses ambitions de booster la productivité agricole ou les rendements au niveau national, a sollicité l'appui de certains partenaires, notamment la Fondation OCP et la FAO. Donc les agents de l'ITRA ont bénéficié de la formation en termes d'échantillonnage des sols, en termes d'analyse, en termes d'interprétation des résultats et de la traduction de ces résultats d'analyse sous forme de cartes.
Les analyses des échantillons de sol prélevés à travers toute l'étendue du territoire ont permis d'établir des doses et des types d'engrais mieux adaptés pour chaque culture et chaque zone. Ces formules sont mises à la disposition des producteurs, importateurs et fabricants d'engrais. Au lieu d'apporter un certain nombre d'engrais dans l'aveuglette, on l'apporte sur la base des objectifs qu'on se fixe. On peut savoir quelle est la quantité d'engrais qu'il faut apporter sur ce sol, NPK, azote, matière organique. Pour l'appropriation des recommandations par les producteurs sur le terrain, l'accompagnement des services techniques de l'agriculture reste un impératif. S'il y a certaines technologies, on vulgarise avec les producteurs individuels et encore avec les sociétés coopératives. Avant, dans la zone des médias, le rendement, comme on voyait, c'est très très bas. Par exemple, sur le riz, on peut avoir jusqu'à 1,5 tonne. Sur le maïs, on peut avoir jusqu'à 500 kg. Après la réplication, ce qu'on a fait ici, actuellement, on est jusqu'à 4,5 tonnes. C'est ce qu'on a trouvé sur cette parcelle. Comme outil moderne et innovant du secteur agricole, la carte de fertilité permettra de rationaliser l'utilisation des engrais et va considérablement contribuer à améliorer la production agricole, à réduire la pauvreté et à assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Togo. Avant, nous ne savons qu'est-ce qu'il faut cultiver au juste sur ce terrain pour avoir un bon rendement. Donc, nous faisons toutes sortes de cultures. Mais avec les conseillers de l'ITRA, nous avons appris assez de choses sur la richesse dont dispose ce terrain, ce qu'il faut cultiver ici, quel type d'engrais est approprié. Aujourd'hui, nous produisons en quantité, ce qui nous permet d'avoir les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille et assurer la scolarité de nos enfants. Tout le processus ainsi effectué sera couronné par l'ouverture prochaine d'une usine de production d'engrais sur la plateforme industrielle d'Adétikopé Pia, dans la banlieue nord de Lomé sur la base des formules élaborées. Cette usine permettra de rendre disponibles des engrais appropriés et adaptés aux différents sols et cultures du pays. Dans la région des Savanes, la filière porcine a connu une mauvaise passe due à la peste. Le gouvernement en pâtit en leur offrant de quoi relancer leurs activités. Ils ont reçu 3 porcs chacun, une vingtaine ayant au préalable suivi une formation sur les bonnes pratiques d'élevage des cochons. Gérard Lagoudou en saura plus. Le gouvernement togolais et la FAO renforcent la résilience des éleveurs filières porcines dans la région des Savanes. Ces éleveurs avaient tout perdu sous le coup endémique de la peste porcine africaine. Ils ont bénéficié du soutien du gouvernement pendant leur période sombre. En vue de relancer le secteur, le chef de l'État, dans son programme de renforcement de la résilience des populations dans la région des Savanes, a permis au ministère en charge de l'élevage et à la FAO de former une vingtaine d'acteurs. Les travaux théoriques ont duré 2 jours et chaque participant repart avec un kit de porc composé de 2 femelles et d'1 mâle. C'est des animaux sélectionnés dans notre centre de recherche sur des bases scientifiques et qui permettent à ces animaux de résister à la maladie et aussi d'être beaucoup plus prolifiques. Des conseils leur ont été donnés sur la santé, sur l'alimentation et sur la conduite, l'habitat. Et nous avons mis à leur disposition les techniciens qui vont les suivre afin qu'ils puissent gérer d'une manière efficiente ces produits. Et en 6 mois, nous aurons des résultats très concrets sur le terrain. Au total, 120 têtes de porc sont destinées à la région des Savanes. Une initiative bien saluée par les bénéficiaires. À vue d'œil, ces géniteurs, ils sont différents de ce que nous avions à la maison. Donc nous allons prendre soin de ces géniteurs. On remercie le chef de l'État et les sujets qu'on vient de nous donner là. Après la reproduction, je suis sûr que nos amis éleveurs qui n'ont pas encore bénéficié de cette formation, ils vont voir aujourd'hui quel changement on a avec nous par rapport à avant. Vraiment, nous allons dire au président de la République de continuer ce programme. Les bénéficiaires ont été appelés au respect de bonnes pratiques pour permettre à leurs communautés respectives à la base d'en profiter également.
Ils ont été instruits à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix et faciliter la mise en œuvre des programmes de développement initiés par le chef de l'État. Tout autre sujet, mieux comprendre l'assurance individuelle accident, le comité régional pour la promotion de la protection sociale éclaire la lanterne des fonctionnaires sur la question. Quels avantages et pourquoi souscrire une assurance accident de la vie? Silver Abdou. Depuis 2008, un mécanisme est mis en place pour accompagner les fonctionnaires en matière de sécurité sociale. Il s'agit de l'assurance individuelle accident, vie professionnelle, mécanisme méconnu de l'ensemble des acteurs. À travers ces échanges, le comité régional pour la promotion et la protection sociale veut faire connaître cet outil, son fonctionnement et permettre aux uns et aux autres d'en jouir en cas de sinistre. Le constat sur le terrain, c'est que la majorité des fonctionnaires déclarent ne pas connaître l'existence de cette assurance. Ou bien même certains qui connaissent l'existence de cette assurance disent qu'ils ne savent pas comment procéder pour en jouir lorsqu'il y a sinistre. Donc c'est pour cette raison que nous avons senti qu'il y a un déficit d'information et aujourd'hui nous nous sommes dit de réunir donc les fonctionnaires, parce que c'est eux les intéressés, pour porter à leur connaissance l'existence de cette information afin de leur permettre de pouvoir réellement en bénéficier, puisque c'est ça l'objectif du gouvernement en souscrivant cette police d'assurance. Au cours de la séance, les fonctionnaires vont découvrir le processus et la prise en charge des différents types d'accidents de travail. À cela s'ajoutent les conditions d'accès aux prestations. Pour pouvoir en jouir, il faut faire la déclaration. Lorsqu'il y a accident de travail ou accident de trajet, il faut faire la déclaration dans les 5 jours ouvrés à la Direction nationale des assurances. Donc c'est cette direction-là qui se trouve au niveau du CASEF qui gère cette assurance. Ce n'est pas elle qui assure le paiement des indemnités, mais c'est auprès de la Direction nationale des assurances qu'on fait la déclaration dans les 5 jours ouvrés. Et ensuite, il faudra réunir les pièces justificatives. Si c'est un accident de trajet, il faut un constat ou un procès verbal des autorités compétentes, de la gendarmerie ou la police et d'autres pièces à fournir. L'ambition, permettre à tous les fonctionnaires de saisir cette opportunité pour une meilleure promotion et protection sociale destinée à améliorer la vie de l'administration publique. On va s'intéresser à l'environnement, les stratégies de lutte pour préserver la nature. Les tradithérapeutes sont mis à contribution. Ils sont instruits sur des bonnes pratiques phytotraditionnelles. Nestor Mouzou. Le laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS de l'Université de Kara, met en œuvre depuis un peu plus d'1 an un projet intitulé Médecine phytotraditionnelle et savoir endogène, stratégie de lutte pour la préservation de la nature et de l'environnement. Dans le prolongement des activités du projet, la RELIPS a envisagé une rencontre avec les phytotradithérapeutes de la région de la Kara. C'est pour un partage d'expériences, des bonnes pratiques, afin de les amener à œuvrer pour la protection et la préservation de la nature, d'où ils tirent leur matière première pour exercer leur métier. La médecine phytotraditionnelle est une bonne médecine, certes, mais qui demande que de bonnes pratiques s'y installent. Les bonnes pratiques sont lesquelles? C'est justement la manière de prélever les essences ou partie de ces essences-là qui permettrait aux plantes de survivre et en même temps de préserver l'environnement et la nature. Or, il se trouve que certains phytotradithérapeutes vont arracher carrément les plantes ou en relever les racines principales sans lesquelles la plante ne survit pas. Notre objectif est de faire en sorte que, à la fois, la médecine phytotraditionnelle et la nature et l'environnement cohabitent, et ce pour le bien-être de toutes les populations. Le laboratoire a prévu une phase de suivi-évaluation pour s'assurer que la cible met en pratique les enseignements tirés. Le projet a aussi un autre pan qui va permettre la mise en place d'un jardin botanique pour la culture des essences médicinales pour le bonheur des tradithérapeutes et des populations. L'Université de Kara est accompagnée sur ce projet par l'Union européenne à travers le PALCC, programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. En ce qui concerne le Covid-19, à ce jour, samedi 9 avril 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 959, un nouveau cas depuis hier.
Le nombre de personnes guéries est de 36 659, 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 26 et le nombre de décès est de 272. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Allez, on va se focaliser maintenant sur l'actualité internationale. Au Burkina Faso, 12 soldats et 4 volontaires ont été tués au nord du Burkina Faso. Cette attaque a eu lieu vendredi matin. Des hommes armés ont lancé des obus avant de tirer sur le détachement militaire. Des dégâts matériels ont été signalés. Au moins 12 soldats et 4 volontaires ont été tués à Namisigima, au nord du Burkina Faso. Vendredi matin, des hommes armés ont lancé des obus avant de tirer sur le détachement militaire, blessant également une vingtaine de soldats et entraînant des dégâts matériels. Du côté des assaillants présumés djihadistes, aucun bilan n'a encore été établi. Cette attaque survient alors que l'armée a lancé une opération de dépollution dans la région, les militaires étant plus présents sur cette zone dans une politique de reconquête des localités. Les opérations de sécurisation du territoire devraient s'intensifier conformément aux annonces du lieutenant-colonel Damiba. Lors de sa prise de pouvoir en janvier, il reprochait à son prédécesseur de ne pas avoir réussi à lutter contre les mouvements djihadistes. Depuis le début des attaques djihadistes dans le pays en 2015, au moins 2000 personnes ont été tuées et près de 1,8 million d'autres ont été déplacées. En bref, en Côte d'Ivoire, paix et réconciliation, c'est le message de Laurent Gbagbo qui termine une visite à Douekoué, la ville de Côte d'Ivoire, 11 ans après les violences de la crise post-électorale de 2010-2011. À l'époque, les régions de l'Ouest ont particulièrement été marquées par les tueries, avec au moins 1000 morts selon les Nations Unies, dont plus de 800 pour la seule ville de Douekoué. Retour au Togo et place à présent à la 5e édition de la conférence des jeunes leaders. Ils étaient nombreux à y prendre part. Partage de connaissances et d'expériences de parcours. La rencontre a pris fin sur une note de satisfaction. Ulrich Amega. Ils arrivent par groupe dans le hall du Palais des Congrès de Lomé, échange entre élèves et étudiants venus de différentes écoles de la capitale. Parmi eux, Victoria, élève en terminale. Pourquoi j'ai choisi de venir à Confégel? Parce que simplement, on va nous donner des conseils, des choses qui vont nous permettre de bien continuer notre vie. Une fois dans la salle, regard figé, attentif aux différentes communications. Entre identité, valeurs de leadership, détermination et priorité, la jeune élève en a eu pour son compte. Cette conférence a permis de comprendre et de savoir qui on est, où on veut aller et à qui on appartient dans la société. Tracer sa voie et aller au bout de ses rêves, nombreux sont-ils à nourrir cette ambition. Cette 5e édition de la conférence des jeunes leaders se veut un repère. Pour être un bon leader, tu dois d'abord connaître tes propres valeurs et chercher des bons compagnons pour ne pas sombrer par après. Respecter surtout ceux qui sont plus âgés que nous parce que nous avons beaucoup à apprendre avec eux. Relever mes points forts et mes points faibles et intégrer tout ce que j'ai eu à noter aujourd'hui. Revoir mes priorités et les intégrer dans tout ce que je fais dans ma vie quotidienne pour améliorer d'une façon ou d'une autre mes activités. Que ce soit à travers les communications ou les panels, des modèles inspirants ont su donner à ces jeunes les outils et clés pour une meilleure élaboration et planification des projets de vie. C'est juste leur dire, avoir des objectifs de vie et que le destin de l'autre n'est pas mon destin. Et chacun doit avoir sa vision. Et cette vision se définit par qui on est, quel talent on a, quelles compétences on a, quel atout Dieu nous a donné. Les 5 ans de la Confégel sont ainsi marqués, avec bien sûr une vision de réussite inculquée à chaque participant. Ce soir, nous allons mettre en lumière le métier de vannier, l'art de tressage de l'oisier. On peut en faire des paniers, des meubles, de la décoration, un savoir-faire transmis souvent de génération
en génération. Ulrich Amega nous amène ce soir à la découverte d'un vannier en pleine action. Regardez. Ils s'appellent les artisans du mono. Ils travaillent la liane, le rotin et le bambou pour donner forme à des meubles et articles de décoration. Ce métier de vannier est d'abord une question d'héritage pour Samuel. Mon papa le faisait avant moi et cela me plaisait beaucoup. Je le suivais chaque fois et j'apprenais comment tisser. Quand j'ai décidé de me perfectionner, mon papa m'a envoyé apprendre chez un autre artisan. J'y ai passé 5 ans. Après mon apprentissage, je suis devenu autonome. Les difficultés qu'on a dans ce métier sont plus liées aux matériaux de travail. On ne les trouve pas ici. Il faut l'acheter dans les pays voisins. En saison des pluies surtout, la commande se fait attendre, ce qui ralentit le travail. Samuel pratique ce métier depuis quelques années, mais avec des difficultés. Il lui arrive même d'envisager une reconversion professionnelle. Il m'arrive souvent de me demander si je dois abandonner ce travail et faire quelque chose de plus productif. Mais les gens m'encouragent à continuer. J'ai même trouvé une collaboratrice qui m'appuie et tout cela me donne de l'énergie et l'espoir de continuer. Je dois me battre pour le perpétuer. Avec cet espoir de continuer dans le métier, l'artisan collabore avec Doriska. Ensemble, ils se sont donné des objectifs pour une meilleure promotion de leurs œuvres. Artisan du Mono a pour vocation de promouvoir l'artisanat togolais comme levier de développement économique et social, en rémunérant l'artisan à un juste prix et en travaillant avec des acteurs locaux. Nous souhaitons accueillir des jeunes pour leur apprendre le métier de l'artisanat. Notre plus grande force, c'est de fabriquer du sur-mesure. Une grande partie de nos clients vient nous voir et nous nous chargeons de les accompagner et de répondre à leurs attentes, tant en termes de coût, de qualité, de délai, de dimension, de couleur, ce genre de choses. Les œuvres des artisans africains en général et togolais en particulier sont sérieusement concurrencées par les articles importés. Les clients se font rares et seules quelques institutions publiques et privées de la place s'y intéressent. Il est donc important de faire entrer dans les habitudes une forte consommation locale pour encourager ces artisans dont les travaux réchauffent beaucoup moins la planète. Des radios et télévisions privées du Togo rejoignent les bouquets Canal+. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse, ceci après la signature d'un accord entre la télévision togolaise et le groupe français. Marie-Reine Habitat, commentaire Abidé Niasimbi. TV7, TLS Africa, SOS Docteur TV, 3 chaînes de télévision locales, désormais de la grande famille Canal+. La liste est complétée par 3 autres radios togolaises, Nana FM, Victoire FM et One Radio KTNB. Aujourd'hui, avec Canal, je suis très fier que les Togolais de l'intérieur du pays captent Nana FM avec beaucoup d'aisance, surtout que Nana FM, c'est une radio de proximité. Les 6 radios et télévisions togolaises viennent rallonger la liste après la TVT en 2013 et RTDS en 2020. Canal+ élargit son bouquet aux médias togolais pour mieux vendre les images du pays sur le continent, voire au-delà. Nous considérons qu'aujourd'hui, la notion de diversité, elle est essentielle. Et cette diversité, c'est à travers la production locale, c'est à travers la singularité du Togo en termes de talent et d'opportunités. Maintenant, du fait que nous avons des acteurs qui interviennent en local, c'est essentiel que ces acteurs-là soient accompagnés pour aujourd'hui faire rayonner le Togo au niveau de toute la sous-région. En 30 ans d'existence en Afrique, Canal+ dispose aujourd'hui plus de 220 chaînes radios et services avec de contenus variés. Chaque tranche d'âge trouve pour son compte. Les 6 nouvelles chaînes de télévision et radio intégrées par Canal+ comptent saisir l'occasion pour vendre au mieux leur contenu ici et partout ailleurs.
Fin de ce journal. Merci de votre attention. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée.